Bonjour et bienvenue dans Ami, un podcast très groovy. Salut, moi c'est Marie et je n'aime ni la mort ni le diable. Et moi c'est Anaïs et j'aime pas trop la mort, mais j'aime beaucoup le diable. Ah, ok, intéressant. On arrive lentement mais sûrement à la fin de cette saison et je suis tiraillée entre tous les films que j'aimerais te montrer. J'ai une énorme liste et j'ai vraiment beaucoup de mal à faire le tri. Je pense d'ailleurs qu'à un moment, on vous fera voter, chers auditeurs, chères auditrices, pour choisir le dernier film que je vais Soyez montrer à gentils. Marie. Mais il y en a un qui gravitait quand même dans mon esprit depuis le début. J'ai hésité beaucoup de fois. Et là, je pense que ça va permettre d'explorer quelque chose qu'on n'a pas encore trop fait dans la saison depuis le début. C'est Evil Dead 2. Qu'est-ce que tu sais de ce film ? J'imagine qu'il y a des morts qui sont possédés par le diable, je sais pas. Enfin, honnêtement, Tu sais de quelle période ça date ? les années 2010 peut-être Non. 2000, les années 2000 Ça date de quelle période C'est un film de 1989. C'est vrai Et c'est un film de Sam Raimi qui a fait les 3 Spider-Man des années 2000. Et Evil Dead 2, c'est le deuxième long métrage de Sam Raimi, son premier étant Evil Dead. D'accord. C'est vraiment les tout débuts de sa carrière. C'est resté un réalisateur et producteur de films d'horreur qui fait de très belles choses. Il a fait un film que j'ai adoré récemment dans les années 2000 aussi, qui s'appelait Jusqu'en Enfer. Et je pense que si t'aimes bien Evil Dead, il faut que tu vois Jusqu'en Enfer. C'est très très drôle, c'est génial. C'est un film qui a été fait avec 3,5 millions de dollars de budget. Donc vraiment tout petit budget. Il faut garder ça en tête avant de D'accord. voir le film. C'est très important. Donc visuellement, c'est de la merde. Sachant que le premier Evil Dead avait été fait avec 350 000 dollars. Ah waouh. Voilà. Donc là, on a quand même eu une petite augmentation, mais on est sur du low budget. Putain, moi dans ma tête, c'était vraiment un espèce de truc blockbuster d'horreur des années 2010, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que Evil Dead est devenu une franchise. Et il y a eu un des films les plus récents qui est sorti au début des années 2010. Donc peut-être que tu avais gardé celui-là en tête, qui était dans l'esprit très différent des originaux. Mais c'est peut-être à ce moment-là que tu en avais entendu parler aussi. Est-ce que tu as des interrogations sur le fait que je te montre un film qui a un 2 dans le titre ou pas du tout ? Bah non, j'imagine qu'il est meilleur que le premier. C'est ça. T'as pas peur de pas réussir à suivre Je pense que ça va aller. Il faut quand même que je te briefe un petit peu. D'accord. Parce que je pense que c'est important pour que tu apprécies pleinement le 2, que je te dise quelques trucs sur le 1. Dans le 1, c'est un groupe d'amis qui part dans une cabane dans les bois pour les vacances. Et une fois sur place, ils trouvent un enregistreur dans lequel on peut entendre l'enregistrement d'un mec qui a lu un livre très étrange relié en peau humaine avec des inscriptions en sang et en latin. Et pourquoi il a lu ? Exactement. Il a eu la brillante idée de non seulement le lire, mais de s'enregistrer en train de lire les inscriptions à voix haute. Et donc, ces jeunes décident d'écouter l'enregistrement. Ça réveille une sorte d'esprit maléfique dans les bois qui va faire pas mal de choses. Parmi les séquences les plus mémorables, il y a une meuf du groupe qui est violée par les branches d'un arbre qui prennent vie. Ah. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais pas te montrer Evil Dead le numéro 1, parce qu'il y a plein de choses qu'on va retrouver dans la suite de la franchise et plein d'idées qui sont géniales mais qui vont être mieux exécutées par la suite. Dans ce groupe, il y a Ash, le héros, et sa petite amie Linda. Ils veulent s'enfuir quand ils se rendent compte qu'il y a tous ces problèmes, mais ils peuvent pas parce que le pont par lequel ils sont arrivés a été détruit. Et donc, il y a plein de problèmes. Il y a une tronçonneuse qui est utilisée à un moment, qui est dans le réduit, et ils vont utiliser la tronçonneuse pour essayer de se défendre. Et voilà, je crois que c'est tout. Mais je pense Attends, que du coup, la tronçonneuse, il faut que je le sache parce qu'elle va revenir et faire un comeback dans le numéro 2, c'est ça ? peut-être. D'accord. Et ils survivent à la fin du 1 ? Il y en a pas beaucoup qui survivent. Donc, ce qu'il faut savoir sur le 2, c'est que c'est considéré à la fois comme une suite et un reboot. En gros, il a décidé de refaire le 1, mais en mieux. D'accord, ok. Il y a une continuité qui est un petit peu étrange, mais le 2 est plein de références au 1. C'est pour ça que je te donne un petit peu ce qui s'est passé dans le 1 pour que tu puisses un petit peu plus l'apprécier. Et j'ai voulu te montrer le 2 parce qu'il est vraiment considéré comme le meilleur des deux et le meilleur de la franchise. Il y en a eu un autre après. C'est le plus culte. J'ai vraiment très hâte que tu le vois. Et il faut aussi que tu te prépares à ce que ce soit sur un ton plus humoristique que la plupart des... Ah bah c'est bien ça. Voilà, la plupart des films d'horreur que je t'ai montrés. En même temps, c'est ça qui me fait peur aussi parce que je sais que tu aimes beaucoup la comédie. Tu as des exigences très élevées sur la comédie. Donc j'ai peur que tu trouves ça pas assez comédique. Mais on va voir. Ok. Est-ce que tu penses que je vais aimer ? Honnêtement, j'espère que tu vas aimer, mais j'ai très peur que tu trouves ça un petit peu cheap. C'est un petit peu cheap, il faut le savoir. D'accord. J'ai peur que tu trouves la comédie en deçà de ce que tu aimes voir d'habitude. T'es bien en train de me préparer, ceci dit.
Ouais, bah, c'est ça. C'est aussi pour ça que je voulais en parler, bien avant parce que, je sais que, par exemple, sur You're Next, si je t'avais dit: «Bon, tu verras, c'est plutôt un truc parodique, tout ça, enfin satirique», tu l'aurais peut-être pas, appréhendé de la même manière. Mais je pense qu'il y a des moments dedans qui vont te plaire et ouais, il y a un ou 2 éléments qui, j'espère te plairont, mais qui peuvent créer une réaction surprenante. On va te montrer l'affiche du film et comme ça, tu vas pouvoir essayer de deviner ce qui se passe dans le film. Dead by Dawn. Ouais, ça, c'est bien, tu vois, parce qu'au moins, c'est pas comme l'autre, là, avec leur caméra, où ils font 5 jours où tu les suis dans la forêt. Là, le matin, c'est fini. Ouais, le film te dit, ce que tu dois attendre, quoi. Voilà, exactement. Alors, c'est une tête de mort, mais avec des yeux bien vivants à l'intérieur. C'est pas mal. Ça te donne envie de le voir ou pas? Bah, en fait, ça a l'air plus marrant qu'effrayant, donc oui. T'imagines quoi, là? Qu'il est possédé dans l'esprit de quelqu'un qui est mort. OK. J'imagine rien. Que ça se passe dans des bois et qu'ils sont en train de lire un livre qui est fait avec de la peau d'homme et du sang d'homme et que ça réveille l'esprit dans la forêt et qu'après ils se font tous trucider. J'ai décidé de faire un épisode un peu spécial et de tricher. Ouais, c'est super, je suis super contente. On l'a dit, le film appartient à une franchise et le petit dernier, Evil Dead Rise, est actuellement en salle. Je n'ai donc pas pu résister à l'envie de t'emmener en salle pour aller le voir, une fois que tu auras vu Evil Dead 2, parce que je pense que ça peut être très intéressant de comparer les deux, et aussi parce que quand on parle de films d'horreur, l'expérience en salle est vraiment un incontournable. C'est aussi la raison pour laquelle le seul truc qui continue à marcher financièrement en ce moment, à part les Marvel, c'est les films d'horreur. C'est vraiment une expérience commune pour beaucoup, beaucoup de monde, et aussi une expérience qui doit se vivre dans le noir. Donc, j'ai quand même envie que tu puisses vivre ça au moins une fois. Est-ce que tu as lu ou entendu des trucs sur Evil Dead Rise depuis qu'il est sorti? Non. Ok. C'est un truc de zombie? Non, mais tu m'as dit que c'était un truc d'esprit dans la forêt. D'accord. Comme Grand-mère Feuillage? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est Pocahontas, en fait. Super, j'adore Pocahontas. Je vais te montrer l'affiche de Evil Dead Rise aussi, comme ça tu peux déjà te faire une petite idée. Oh non. Ah, c'est horrible. Maman vous aime à mort. Avec 3 enfants qui ont l'air bien vivants et une maman qui les tient qui a l'air bien morte. Voilà, on dirait Mila Jovovich dans Le 5e élément. Par les producteurs visionnaires du classique de l'horreur. Oui, Ok. puisque Sam Raimi et Bruce Campbell, qui est acteur et producteur du film, continuent à produire la franchise. J'aime pas les mamans pas sympas. C'est vrai que là, on vient d'en faire quelques-unes. Donc, Ouais. elle a un sourire sur l'affiche que je trouve assez fantastique. Assez glaçant. Mm. Et ils ont des sacs à dos et tout ça, donc on sent que ils sont peut-être en excursion randonnée aussi. Mais C'est Ok. parti? Oui. There's something out there. Lives out in those woods. In the dark. Something that's come back from the dead. On a vu Evil Dead 2. T'en as pensé quoi? C'est intéressant. C'est particulier. J'ai pas été conquise, mais c'était marrant. Encore un échec pour Mais non. Paradise Bordage. Comment tu décrirais le film en 3 mots? Grotesque, absurde et drôle. On a vu Evil Dead Rise aussi, au cinéma. Est-ce que t'as un préféré entre les deux? Bah, Evil Dead Rise. Mais je pense que je suis basique, je suis désolée. Les trucs cultes et anciens, apparemment, ça fonctionne pas beaucoup chez moi. Non, c'est pas vrai, il y en a certains qui fonctionnent, mais là, en l'occurrence, Evil Dead Rise a eu le mérite de me faire un peu plus peur déjà, et c'était vraiment dégueulasse. C'était drôle à voir au cinéma, quoi. Ouais. On va en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode, mais avant ça, on va parler d'Evil Dead 2. Est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes? C'est un couple dans une cabane qui a l'air tout petite à l'extérieur mais qui est immense à l'intérieur. Ils écoutent un disque où on lit un livre de la mort. Et d'un coup, il commence à être hanté. Et la meuf est tuée très vite. Le cadavre de sa meuf essaie de le tuer, le cadavre décapité. Et puis après, sa propre main essaie de le tuer. Après, une vieille dame zombie essaie de le tuer. Et après, il y a d'autres gens qui viennent, qui se font tous trucider. Après, lui-même devient un monstre. Et voilà. Ok. Il y a une esthétique carton-pâte qui Ouais. est très caractéristique de Evil Dead 2 et de la trilogie Evil Dead globalement, puisqu'il y a 3 films originaux. Au début, tu étais très décontenancé par le look du film et le ton aussi, je crois. J'aimerais pas que Sam Raimi ait fait ça avant de faire les Spider-Man. Pourquoi ? Après, c'est une question de budget, forcément, mais... Oui.
Bah parce que ça fait vraiment film de série Z, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté un peu... Oui, après c'est assumé. Hein. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? I love it, Ash. On avait plus de l'amour. T'étais très surprise. Au début. Oui, quand même, parce que tu m'avais prévenu, mais c'est vrai que j'étais pas sûre à quel point c'était assumé ou pas, en fait. Ce ton, après, bon, ça devient très clair quand même Ouais. dans d'autres scènes. Et c'est là où, pour moi, ça devient très marrant. Mais c'est vrai qu'au début, il y a un côté un petit peu... c'est désarçonnant, forcément. Je pense que quand tu sais pas à quoi t'attendre, même si tu m'avais un peu prévenu, j'étais surprise. C'est vraiment les 15 premières minutes, je pense, les 15-20 premières minutes qui t'ont surprise. Et après, on arrive dans un humour tellement grotesque et tellement absurde qu'on comprend de manière très évidente que c'est assumé. Mais ouais, j'avais essayé de te préparer, mais malgré tout, tu n'étais pas prête. Mais what? C'est quoi ce truc? Tu m'avais préparé, mais honnêtement, j'étais pas prête. Après, je pense honnêtement, il y a plusieurs moments qui m'ont fait beaucoup rire, mais c'est vrai que je pense que c'est pas trop ma sensibilité humoristique ou filmique. En fait, je pense que c'est le genre de film justement un peu culte que les gens un peu cool et hipsters adorent. Le truc très second degré et genre c'est un peu nul mais ça assume d'être nul donc en vrai c'est super. Et le côté film culte ancien qui est fait avec $3 et qui s'assume et tout ça, je respecte tout ça. Mais c'est vrai que je vois rarement des films comme ça volontairement. C'est pas trop mon délire en général. Oui, bah, c'est vraiment le principe du film culte. C'est souvent des films qui ont un petit budget et qui peuvent même avoir une réception, on va dire, teintée d'incompréhension quand ils sortent en salle. Là, ça n'a pas été le cas pour Evil Dead 2, mais qui vont ensuite être réévalués. Après, je pense que Evil Dead 2, pour le coup, il y a un humour très absurde et grotesque, comme tu l'as dit, mais il est considéré assez universellement comme un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, aussi parce que ça a permis d'asseoir vraiment la patte de Sam Raimi, que c'est un des premiers films de sa carrière qui ont vraiment lancé le genre de réalisateur qu'il était. Et il a poursuivi depuis, avec un meilleur budget, cette veine humoristique-là dans pas mal de ses films. Et c'est vraiment un film que je trouve pas nul du tout, quoi. Il y a un côté qui est très cheap, ça c'est sûr. Mais pour moi, il est quand même extrêmement divertissant. Je pense que si c'était pas le cas, je prendrais vraiment pas de plaisir à le revoir. Alors que là, c'est pas forcément un de ceux que je revois le plus dans la liste que j'avais concoctée pour toi. Mais je trouve que c'est quand même un très très bon film. Bon, c'est sûr que c'est un film qui a un tout petit budget, je l'avais dit avant qu'on le voit, pour essayer de te préparer aussi, et ça se voit dans les décors, qui font vraiment très très cheap. Le film a été tourné en grande partie dans un gymnase d'un lycée. Ah, c'est pour ça que c'est si grand à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Et effectivement, oui, on a les plans extérieurs qui montrent une toute petite cabane. Et après, à l'intérieur, comme il y a beaucoup de gags qui nécessitent de passer d'une pièce à l'autre en courant, etc., il y a des espaces qui sont très, très grands pour pouvoir faire rentrer, évidemment, toute l'équipe, la caméra, tout ça. Et donc, ça correspond pas du tout à l'échelle visuelle qu'on voit quand on est en dehors de la cabane. La cabane, elle a 2 fenêtres et une petite porte. Et à l'intérieur, il y y a genre 18 chambres. Pour moi, ça ajoute oui, aussi non, mais c'est beaucoup, marrant. voilà. Mais ça fait partie de l'humour. Puis c'est assumé, donc ça me dérange pas. Et il y a vraiment une liste assez conséquente de faux raccords et d'erreurs qu'on peut trouver partout sur Internet concernant Evil Dead 2. C'est aussi un des trucs qui sont très connus sur le film, le fait qu'il a été fait avec peu de moyens et vraiment avec les moyens du bord, et ça se voit. Mais oui, pour moi, ça ajoute vraiment beaucoup à l'humour, comme tu le disais d'ailleurs dans un des extraits qu'on a entendu, comme pour Buffy, où il y a un côté très pâte à modeler. Surtout, en fait, l'intro, et je pense que ça a dû être inspiré aussi, parce qu'il y a, dans la première saison de Buffy, il y avait toujours une intro de 30 secondes à peu près qui résume en fait l'origine de la tueuse. Et c'est depuis la nuit des temps, la tueuse, machin et tout ça. Et c'est un peu le même genre d'intro là qu'on a sur le livre des morts qui explique en fait ce que c'est. Mais alors le livre des morts, c'est incroyable en fait. C'est vraiment, à 8 ans, j'aurais pu faire un livre des morts comme ça, quoi. On dirait les projets de fin d'année de mes élèves. Ils savaient pas dessiner à l'époque. C'était en l'an 1000. Mais ils avaient des crayons de couleur.
parce que vraiment, c'est un grimoire qui est censé dater de vraiment il y a très très longtemps, parce que c'est un truc un peu biblique et tout ça. Vraiment, les films d'horreur et la religion catholique, il y a un truc à étudier, quoi. Ouais. Ça a déjà dû être fait d'ailleurs. Ouais. Mais le livre, c'est des dessins au crayon de couleur, quoi. Alors, le livre a été est censé, dans la mythologie, être relié avec de la peau humaine et toutes les inscriptions et les dessins ont été faits avec du sang, qui ensuite a un peu vieilli, donc il y a un côté un peu orange. Mais c'est vrai que forcément, ça en jette vachement plus dans Evil Dead Rise Oui. et même dans Evil Dead, le remake qui a été fait en 2013. Mais là, oui, ça a un côté très amusant, surtout pour les dessins qui sont pas tous d'une qualité exceptionnelle. Et ce qui est aussi fou et qui explique beaucoup l'admiration que plein de gens ont pour ce film, c'est qu'il compense vraiment son manque de moyens par une immense imagination. Et il y a en fait beaucoup d'inventivité dans la mise en scène. Derrière le côté très cheap des effets spéciaux, dans les mouvements de caméra, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Non, mais ça, je l'ai remarqué et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film. Même, il y a des plans, par exemple, il y a un moment où il y a du sang qui gicle sur la lumière et d'un coup, toute l'image devient rouge, comme si on était dans une chambre noire pour développer des photos. Ça, c'est un truc qu'on a revu depuis dans énormément de films C'est d'horreur. ça, même, il y a un moment donc, où le cadavre de sa petite copine, Linda. qui est morte depuis 3 minutes, le cadavre est déjà en décomposition extrême. Elle émerge de son endroit où elle a été enterrée. D'ailleurs, il l'a enterrée très vite quand même, sans se poser de questions, hein. Il était là, elle est morte, je l'enterre, allez, une croix. Et elle se réveille et elle a plus de tête parce qu'elle avait été décapitée. Et du coup, elle est en train de jongler avec sa tête. Ça m'a rappelé un peu l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et le moment le plus impressionnant, c'est le moment du miroir, où en fait, il regarde son reflet dans le miroir et d'un coup, son reflet l'attaque. Et ça fonctionne très très bien. C'est un effet. Bon, ils ont fait un trou dans le mur, très clairement. Mais c'est vraiment assez bluffant. Et ça m'a rappelé Bob dans Twin Peaks. Donc il y a pas mal de choses où, quand je regardais le film, je me disais, c'est vrai qu'il y a une inventivité, une créativité qui est assez remarquable et que j'ai vraiment appréciée. C'est une époque où il n'y avait pas de CGI, évidemment, donc il fallait trouver des effets pratiques, un peu comme dans L'Exorciste, on en avait parlé, qui était dans les années 70. Et donc, c'est ça qui est impressionnant à voir aujourd'hui. Et donc, il y a cette scène où Ash reçoit des litres et des litres de sang dans la tronche, qui lui sont projetés de manière très violente. Et en fait, il était juste allongé sur le sol à l'horizontale. Et ils ont tourné la caméra à 90 degrés pour donner l'impression qu'il était debout. Donc, il y a plein de petits tuyaux comme ça qui sont utilisés. La tronçonneuse que Ash utilise, qui est devenu un objet emblématique depuis pour la trilogie Evil Dead et pour les films d'horreur, évidemment. Elle émet beaucoup de fumée et en fait, c'était Sam Raimi qui avait raccordé un tuyau à la tronçonneuse et qui soufflait de la fumée de cigarette dedans pour que ça fasse beaucoup de fumée. Et il y a un des plans les plus emblématiques d'Evil Dead 2 qu'on retrouvait déjà dans Evil Dead, c'est le plan du début où la présence maléfique traverse la forêt très très vite pour arriver dans la maison. Sam Raimi a voulu reprendre le concept de Steadicam, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur The Shining, sauf que lui, il appelait ça la shaky cam, puisque ça secouait beaucoup. Et en fait, il s'était juste accroché une caméra sur la tête et il courait très vite dans la forêt. C'est Sam Raimi lui-même qui a opéré ces plans-là pour représenter la force démoniaque qui parcourt la forêt très très vite. C'est vraiment fait avec les moyens du bord et c'est assez impressionnant en fait quand on s'attache à la technique de chaque plan, on se rend compte que quand même pour un gamin, parce qu'il avait à peine 21 ans, c'est très très impressionnant tout ce qu'il a réussi à faire. Ça me rappelle dans The Fableman de Steven Spielberg, on le voit en fait réaliser son premier film et toutes les astuces qu'il utilise par exemple pour filmer une scène de combat et avoir des pétards et des choses comme ça et il fait des trous dans sa pellicule pour donner un effet et tout ça. C'est toujours, je trouve, fascinant et hyper impressionnant de voir la créativité qu'il peut y avoir quand t'as pas les moyens, justement, et quand tu débutes. Donc, il y a quelque chose, c'est vrai, de très, très impressionnant. Et ça, je l'ai vraiment retrouvé dans ce film. Après, c'est marrant parce que du coup, oui, j'avais un peu l'impression de regarder un film d'un élève d'une école de ciné et c'est son projet de fin d'année, tu vois ce que je veux dire? C'est quasiment le cas en fait, puisque Sam Raimi et Bruce Campbell qui jouent Ash sont tous les deux producteurs du film et du reste de la saga, et ils étaient amis d'enfance. Et à 19 ans, Sam Raimi a voulu réaliser un cours qui a ensuite donné Evil Dead. Donc le premier Evil Dead, il l'a fait au tout début de la vingtaine.
Evil Dead, je l'avais dit dans l'introduction de l'épisode, avait vraiment très très peu de budget, mais il a été présenté au marché de Cannes. Donc c'est pas là où vont forcément tous les journalistes pour voir les films en compétition, mais c'est vraiment un espace qui est très grand à Cannes où on peut acheter des films, mais ils sont pas forcément diffusés au grand public sur place. Et Stephen King a vu le film Evil Dead, le premier, et il a adoré. Et il a chanté les louanges d'Evil Dead partout en disant que c'était un film hyper brutal et viscéral. Et c'est en grande partie grâce à Stephen King, parce que tout est lié dans ce podcast, que Evil Dead 2 a pu se faire, puisque Evil Dead a été un énorme succès, il a été acheté à Cannes, ça a très bien marché. Sam Raimi a fait un deuxième film qui a été un bide, et donc pour son troisième film, il a voulu revenir à Evil Dead. Et en fait, selon lui, Evil Dead 2, c'est le film qu'il aurait aimé faire la première fois s'il avait eu le budget. Stephen King a suggéré à Dino De Laurentiis, qui est un producteur vraiment légendaire d'Hollywood, qui était notamment le producteur de Fellini, de plusieurs films de David Lynch, il lui a suggéré de produire la suite d'Evil Dead, et c'est ce qu'il a fait. Et en fait, Sam Raimi voulait qu'il y ait beaucoup plus d'humour dans ce deuxième film. Et c'est aussi pour ça que le film est situé entre le remake et la suite, ce qui était un petit peu déstabilisé aussi au début du film, puisque ça va très très vite. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils arrivent dans la cabane, en 10 minutes, elle est morte, il l'a enterrée. Même pas, hein, c'est Ouais, même non, c'est pas, ça. c'est 5 minutes. Et il est déjà possédé, et après, il a fui dans la cabane. Mais on n'a pas du tout l'impression qu'il est surpris et qu'il se dit qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait. On a l'impression qu'il a la merde, elle est morte. Bon, allez, je vais l'enterrer. Il bâtit une croix en 3 minutes. Et après, il fuit, mais il revient. Enfin, il y a tout un truc qui se passe où tu es là, psychologiquement. Je sais que je m'attache à des choses beaucoup trop prosaïques, mais psychologiquement, j'étais là, qu'est-ce qui se passe, en fait? Ouais. Pourquoi il n'a pas de prise de conscience de ce qui est en train de se passer? Déjà, c'est sûr que c'est un film qui n'est pas du tout ancré dans une quelconque sorte de Oui. réalisme psychologique. C'est une référence voulue au premier film, puisque c'est les mêmes personnages, en fait. Ash et Linda, il y a aussi d'autres personnages dans le premier film, mais Sam Raimi ne pouvait pas récupérer les droits du premier film, puisqu'il avait été produit par une autre boîte. C'est pour ça que le film Evil Dead 2 s'appelle Dead by Dawn, pour créer une distinction entre les deux. Donc, c'est pas entièrement un remake, mais il s'est dit que pour les gens qui n'avaient pas forcément vu le premier, il fallait résumer très rapidement ce qui s'était passé dans le 1. Et c'est pour ça qu'en 5 minutes, il y a Ash et Linda qui arrivent dans une cabane dans les bois. Linda est possédée, il lui coupe la tête, il l'enterre, et après Ash est possédée, et tout ça se déroule effectivement en 5 minutes, et après on passe à une histoire plus originale. Mais il recrée beaucoup de scènes qu'on avait déjà dans le premier film, notamment la scène où un personnage féminin est agressé par des branches dans les bois. Ça, c'est un truc qu'il y avait déjà dans le 1, et que là, il a refait d'une autre manière. Donc, quand on a vu les deux, on peut sentir vraiment ce qui a été gardé ou pas, mais c'est aussi très déstabilisant quand t'as pas vu le premier. Oui, bah oui. Mais après, moi, je trouve que ça fonctionne très bien aussi parce que justement, c'est efficace. On perd pas de temps. C'est fou parce qu'il a quand même. Il faut pas beaucoup de temps pour. Enfin, il n'a même pas une demi-seconde d'hésitation où il se dit qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi elle est comme ça. Là, il est déjà en train d'enterrer son cadavre et il se pose pas de questions, c'est vraiment très bizarre. Mais c'est très étrange, Anaïs. Le mec, il a pas l'air choqué du tout que sa femme. Il faut pas que tu t'attaches à une sorte de réalisme psychologique. D'accord. Non, parce que sa meuf s'est transformée en zombie, il vient de la décapiter, de l'enterrer et. Zéro moment d'hésitation, quoi. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Ouais, bah ça c'est sûr. Ou ce qu'il veut pas, en tout cas. C'est clair. Ce qui était compliqué, effectivement, au début, c'est que je t'avais dit que c'était une comédie, mais t'étais un petit peu sceptique avant qu'on arrive dans la farce totale du film. Je sentais que tu te méfiais un petit peu de ce que je t'avais dit et t'étais là, bon, excuse-moi, c'est pas vraiment une comédie. Et d'ailleurs, c'est ce qui me faisait très peur, puisque je sais que tu aimes beaucoup le genre de la comédie, que tu as des exigences naturellement très élevées avec ce genre, et j'avais un peu peur que tu te dises que c'était pas à ton niveau, quoi. C'est pas non plus Shaun of the Dead, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas un truc parodique, quoi. Enfin, y a pas de blague. Donc quand les gens regardent ça, c'est au second degré. J'ai eu très peur. Pendant les 15 premières minutes, j'étais là, ouf, ça va être compliqué, là. Parce qu'il y a des blagues, mais elles arrivent après. Et Oui, c'est non, beaucoup mais de c'est blagues ça, physiques, en fait. C'est aussi, je pense que tu t'attendais peut-être à un humour plus écrit, alors que c'est vraiment un humour plus de farce. Le début, vraiment, c'est pas très écrit. C'est juste, comme tu dis, ils enchaînent les informations. Et j'étais là, en fait. C'est comme les résumés de nos débuts de podcast, mais dans un film. Là, c'est juste absurde, mais ça me fait pas rire. Ce qui me fait rire, c'est que c'est absurde, mais je trouvais pas ça. Haha, funny. Mais après, tu l'as dit, t'as commencé à rigoler tout de suite dès que le squelette de Linda revient à la vie et qu'il commence à danser. Ah bah alors là, ça c'est génial. Quand Ouais, même. c'est une très très bonne scène. On va entendre ta réaction. Ça c'est drôle.
J'étais vraiment très curieuse de voir ta réaction sur ce film parce que je sais que tu aimes beaucoup la comédie et j'avais envie d'avoir ton avis d'experte. C'est aussi un des plus drôles de toute la liste que j'avais préparée pour toi et un des moins sérieux. Et en fait, c'est un film qui mélange beaucoup de types d'humour. Il y a quand même un petit peu d'humour écrit, il y a des répliques qui sont devenues particulièrement cultes dans le film. Il y a de l'humour absurde, il y a de l'humour gore, mais la plus grosse influence sur le film, c'est l'humour slapstick. En gros, l'humour slapstick, c'est un humour très physique. C'est l'humour des clowns, en fait. C'est quand les gens se cassent la figure, font des gestes qui sont très exagérés. Et c'est un type d'humour très ancien aussi dans le cinéma de l'époque. Alors c'est marrant parce que moi, c'est vraiment le type de comédie qui ne fonctionne pas chez moi normalement. Là, j'ai trouvé ça drôle. Mais c'est vrai que les clowns, déjà, je déteste ça. Enfin, et même, tu vois, les comédies slapstick des années 30, 40, j'aime bien l'aspect romantique et j'aime bien l'aspect écrit dedans. Et les répliques qui vont très vite ou des choses comme ça. Mais par exemple, voir quelqu'un tomber, je me souviens, le grand bêtisier de je sais pas quoi, là, qui était tout le temps sur TF1. Jamais, enfin, c'est très rare que ça me fasse rire, en fait. Ouais. Je trouve ça un peu facile. Mais en fait, là, je trouve que c'est bien fait dans ce film et justement, c'est bien utilisé parce qu'il y a du gore qui est mélangé à ça. Donc, ça pousse le curseur tellement loin qu'il y a un côté subversif qui est marrant, quoi. Mais par exemple, quand tu vois quelqu'un tomber dans la rue, ça te fait pas rire? Bah non. Bah les pauvres, ils sont tombés dans la rue, quoi. Ouais, mais c'est quand même un peu drôle. Bah, je sais pas, ça dépend. Non, franchement. D'accord, l'humour physique te fait pas rire. Ça peut me faire rire. Bah, par exemple, on avait fait un épisode sur Parks and Rec. Je pense que la scène de Parks and Rec qui me fait le plus rire, c'est celle de la patinoire où ils sont en train de glisser et de tomber. Donc ça me fait beaucoup rire. Parce qu'en plus, c'est étendu et la scène n'en finit plus. Et donc, ça t'a limite à l'usure. Et cette scène m'a déjà fait pleurer de rire. Ouais, et c'est du cringe aussi. Voilà. Je pense que c'est l'élément le plus important dans cette scène. Mais c'est vrai que juste voir quelqu'un tomber, non, ça n'a jamais été un truc. Et vraiment, j'ai jamais compris le délire des clowns, en fait. Enfin, je me souviens que j'allais au cirque quand j'étais petite et j'étais là, mais pourquoi c'est drôle, en fait? Je comprenais pas. C'était vraiment. C'est peut-être ça aussi qui fait que le film ça m'a fait rire, mais que ça restera pas dans mon palmarès des meilleurs, quoi. Parce que je suis pas hyper sensible à cette formule. Ce qu'il faut dire aussi avec le slapstick et les clowns d'ailleurs, je veux pas être une grande, Défenseur. Je veux pas prendre la défense des clowns forcément parce que c'est pas un art qui a occupé beaucoup de place dans ma vie, même si j'ai été clown. C'est vrai? Ouais, donc en fait peut-être plus de place que chez beaucoup de gens. Ça ne surprendra personne qui écoute ce podcast. Je faisais beaucoup de colonies de vacances où j'avais fait une colonie de vacances de cirque et évidemment j'étais le clown parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Je sais pas jongler, je sais pas faire du trapèze. Donc voilà. Tout ça pour dire que l'humour slapstick, qui est un humour effectivement très physique, ça demande quand même beaucoup de talent. Oui, bien sûr, non, mais ça je sais. Hein. Ouais, et en fait c'est ça qui est impressionnant, c'est que il y a toute une chorégraphie, c'est un humour d'illusion aussi, puisque c'est tomber par terre, voilà, se prendre des gifles, etc. Oui, mais c'est aussi un humour qu'on retrouve énormément dans le film muet. C'était même l'humour principal des films muets parce que c'était muet. En fait, c'est une des plus grosses influences sur le film. On l'entend aussi avec la musique derrière la danse du squelette de Linda. Il y a des références assez anciennes dans le film et une des plus grosses influences pour Evil Dead 2 et pour toute la trilogie d'ailleurs, c'était les Trois Stooges, les Trois Stooges, qui était une troupe comique américaine qui a aussi fait des films et qui était vraiment inspirée par le vaudeville et le slapstick. Et donc là, ça se retrouve énormément. Donc c'est vrai que c'est un type d'humour très ancien, mais qui est, pour moi, maîtrisé à la perfection dans ce film. Et il y a une scène qui est la scène la plus emblématique, selon moi, et honnêtement, c'est celle que je revois tout le temps sur YouTube quand je veux me faire marrer. Je revois rarement le film en entier, mais je revois toujours la scène de la main. Est-ce que tu veux décrire ce qui se passe dans cette scène ? En fait, sa main se tourne contre lui. Sa main devient possédée. Et donc, sa propre main essaie de le tuer. Il se défend contre sa propre main. Et il se retrouve assommé de lui-même. Il s'écrase sur le sol. Et là, d'un coup, de sa main, il y a un hachoir qui est à quelques mètres. Et du coup, tu vois la main qui est en train sa seule force, de traîner tout le corps de hache derrière pour atteindre le hachoir. Ce qui est marrant, c'est que on a l'habitude de ces scènes en fait dans les films d'horreur où il y en a deux qui se débattent et il y en a un qui essaie d'attraper l'arme pour pouvoir se défendre. Et là, en fait, c'est lui-même qui est en train de s'attaquer à lui-même. Et donc la main le traîne et c'est assez marrant la façon. Enfin moi, c'est ça que j'ai préféré, c'est vraiment le moment où la main est en train de lutter pour traîner tout le corps qui est le corps inerte d'Ash pour enfin le trucider. Et au final, il se bat contre elle, il se coupe la main.
En fait, il y a 2 étapes, dans cette scène. La première étape, effectivement, c'est Ash qui se bat contre sa propre main et sa main l'assomme avec des assiettes. Et en fait, là, enfin, moi, j'adore revoir cette scène parce que c'est une performance d'acteur très impressionnante et c'est ça que j'adore avec ce film, c'est que non seulement il y a très peu de moyens, mais il y a aussi, pendant la moitié du film, que 2 acteurs, voire un acteur qui tient tout le film. Et Bruce Campbell tient vraiment cette scène tout seul et nous convainc du fait que sa main s'est retournée contre lui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il a entièrement improvisé cette scène et Sam Raimi a gardé la première prise. Et ensuite, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, donc, il est assommé, on pense qu'il est inconscient, mais à la dernière minute, il poignarde sa propre main en lui disant Who's laughing now? Donc, qu'est-ce qui fait le malin maintenant? Sauf qu'évidemment, il fait pas trop le malin puisqu'au final, il va s'amputer de sa propre main. Et il se tronçonne la main et il y a ce moment très très gore où il y a plein de sang qui lui gicle à la figure. C'est vraiment une scène d'anthologie dans le cinéma d'horreur. Il y a un jeu de mots très marrant après, où il utilise un livre qui est A Farewell to Arms, donc un adieu aux armes en français, mais c'est un jeu de mots en anglais parce que arms, ça veut aussi dire bras. Et donc, Donc un adieu à son bras. Exactement. Mais ce qui est marrant, c'est que, et c'était très marrant quand j'étais assise à côté de toi dans la pièce pendant qu'on le regardait, je crois qu'aucun film n'a autant fait ressortir ton côté cartésien que celui-ci. Vraiment, il y a tellement de choses absurdes dans le film et de faux raccords et d'erreurs techniques que ça te faisait vraiment vriller. Je comprends pas la psychologie de ce personnage. Mais c'est qui les salauds? Les démons. Ah d'accord. C'est compliqué. Non mais il a l'air de les connaître. Et il s'était pas coupé les ongles là? Mais c'est pas logique tout ça. Et il y a 2 secondes c'était aspergé de trucs verts et là c'est tout propre et hyper cosy. Je comprends pas, elle a l'incantation, pourquoi elle lit pas là? Mais le truc que je comprends pas, bon je sais, J'ai abandonné. C'est ça. Ouais, t'as quand même continué jusqu'au bout, mais c'est bien, t'étais toi-même consciente de l'absurdité progressive de tes questions. tentatives de comprendre. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de faux raccords. Il y avait un gros point de fixation pour toi. Tu l'as déjà mentionné un petit peu plus tôt, c'était la taille de la cabane, qui est effectivement pas du tout réaliste. Mais attends, mais cette cabane me fait pas croire qu'elle a une cave. T'as vu la tronche de la cabane? Mais t'as vu la taille de cette cabane à l'extérieur? Oui, mais... Un palace de 48 chambres, quoi. Non, mais le truc, il fait 300 mètres carrés. C'est clair. J'en pouvais plus. Tu l'as dit, c'est un excellent film qui a beaucoup d'inventivité, mais il y a aussi un grand plaisir à le regarder comme ça, à le regarder en faisant des blagues sur tous les Non, mais aspects je me les plus dis, absurdes. il y a un cinéma aux États-Unis qui s'appelle le Alamo Drafthouse, qui est un cinéma qui est né au Texas, à Austin. Et Anaïs, quand tu as vécu, je sais que tu étais une très grande fan. Et c'est toi qui m'as fait découvrir cet endroit. Et il y en a un à New York aussi. Et un des gros trucs du Alamo, c'est les soirées spéciales où tu commentes, tu rigoles, tu fais des blagues sur les films ou des choses comme ça. Et je me dis que ce film au Alamo, ça doit être très très drôle, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je suis sûre qu'ils ont fait des projections à un moment ou un autre parce qu'ils aiment bien faire des nuits horreur. Et clairement, c'est un film qu'on a envie aussi de voir dans une salle pleine avec plein de monde qui rigole. Oui, carrément. Il y a une autre raison pour laquelle je voulais te montrer ce film et Evil Dead Rise, c'est le gore, parce que c'est un élément qu'on n'avait pas beaucoup vu dans les films d'horreur précédents. Et donc, j'étais curieuse de voir comment tu allais réagir, parce que même dans Evil Dead 2, on n'y croit pas du tout, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de gore. Il y a beaucoup de déjections qui sont projetées dans tous les sens. On va entendre tes réactions. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Dégueulasse. Il y a du sang de toutes les couleurs d'ailleurs.
Est-ce que tu sais pourquoi il y a du sang de toutes les couleurs? Bah, parce que c'est possédé, j'imagine. Donc, il y a du sang noir, il y a du sang vert, il y a du sang rouge. Non, c'est parce qu'ils espéraient qu'en changeant la couleur du sang, ils aient pas un X-rating, donc la note la plus sévère de l'agence qui donne les notations aux films aux États-Unis pour déterminer si c'est interdit aux moins de 16 ans, aux moins de 12 ans, etc. Ils ont quand même eu un X-rating au final, parce Oui, que c'était trop bah, violent. il découpe la tête de sa meuf à la tronçonneuse quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'était pour ça. C'était une tentative d'amoindrir un petit peu le niveau de violence en changeant la couleur du sang. Après, bon, le sang noir, c'est dégueulasse, mais il y a un côté un petit peu moins. Ça part tellement dans le grotesque, justement, que ça fait pas peur. Oui, bah c'est sûr que ça nous déconnecte encore plus de la réalité. Après, moi, c'est ça que j'adore aussi dans ce film, c'est qu'il me rappelle vraiment des attractions de fêtes foraines, de maisons hantées, ce qui était vraiment le truc que je préférais quand j'étais enfant. J'adorais les maisons hantées de fêtes foraines, parce que c'est justement totalement cheap et on n'y croit pas une seule seconde, et donc on peut entièrement s'amuser, parce qu'on n'a vraiment aucune anticipation, aucune crainte. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Moi, dans les maisons hantées, j'avais peur. Hein. Moi, je non. déteste les gens qui me surprennent en faisant boue, des trucs comme Ah ça. oui, non, mais ça, c'est du niveau plus élevé. Mais là, je te parle vraiment du truc où t'as juste des rires de sorcières, exactement comme on entend dans ce film. Oui, d'accord, mais Tu vois, normalement. un peu de vent qui te souffle dans la nuque et t'es là, ouh, mon Dieu. Oui, oui. Ça, j'aimais beaucoup. Et il y a un moment, par exemple, dans le film où les objets de la maison prennent vie. T'en as parlé avec l'animal empaillé. Il y a aussi les lampes qui se mettent à rire et à bouger. Donc, ça rappelle un petit peu La Belle et la Bête. Oui, c'est vrai. Et vraiment, ouais, pour moi, ça donne un côté qui est tellement ludique et tellement enfantin au film que je peux me lâcher complètement et apprécier ce côté très régressif qu'on va pas forcément avoir dans Shining ou L'Exorciste. Oui, Donc c'est vrai que ça marche très bien pour moi. Et puis il y a de l'humour gore aussi, et ça, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Il y a un moment où il y a un œil qui est projeté dans la bouche de quelqu'un. Ah oui, c'est dégueulasse. Il y a aussi un personnage qui est vraiment dégueu, qu'on rencontre à peu près à la moitié du film. C'est la très charmante Henrietta. T'as pensé quoi d'Henrietta? Bah, Henrietta, elle est très très marrante pour le coup. Henrietta, c'est la maman donc parce qu'il y a une femme qui arrive à un moment et qui est la fille de la maison. Et donc avant, c'était un prof qui vivait là avec sa femme et ils étaient obsédés par ce livre des morts là. C'est lui qui l'a lu et qui du coup a réveillé tout le monde. Et en fait, du coup, sa femme est toujours, elle est pas en vie, je dirais, mais son enveloppe corporelle existe toujours, mais bien endommagée et occupée par un esprit. Et Henrietta, très clairement, est jouée par un homme. Elle est jouée par le frère de Sam Raimi. Ah d'accord. Elle suinte, elle a effectivement la chair qui est un petit peu arrachée, qui est en pourriture, qui est toute gonflée par l'humidité. Elle m'a fait penser un peu à Tante Marge dans Harry Potter quand il la gonfle d'énervement et qu'elle devient une espèce de gros ballon qui s'envole. Mais si Tante Marge était en état de décomposition avancée. Ouais, c'est ça. Ben moi, en fait, il y a beaucoup de scènes dans The Walking Dead, qui est la série de zombies de référence, où il y a des zombies qui ont pris l'eau et qui sont tout gonflés et tout endommagés. Et c'est vraiment parmi les scènes les plus dégueulasses. Mais moi, j'adore. Je trouve ça vraiment, je sais pas, il y a un côté très jouissif dans ce gore-là. Mais oui, Henrietta, elle est vraiment pas belle à voir. Et il faut rajouter qu'il y avait une vague de chaleur au moment du tournage. Et donc, le pauvre Ted Raimi, dans son costume, suait des litres de sueur. Voilà. Et il y a même un plan, tu peux le trouver sur Internet aussi, où apparemment, on voit de la sueur couler par l'oreille du costume, parce qu'il est en train de se pencher et apparemment il fallait vider le costume tellement il y avait de la sueur dedans. On va t'entendre, elle t'a beaucoup fait rire et beaucoup fait réagir. C'est pas une femme, ça. Mais Little baby, don't say a word. Stand by you, nothing else. That's not in the nothing. La première scène, je disais mais parce qu'en fait, les nouveaux arrivants ont balancé Ash dans la cave et du coup, il est attaqué par Henrietta, qui me rappelle aussi les personnages de Nick Kroll un peu. Il y a un peu cette énergie comique qui fonctionne très très bien. Je pense que c'est le meilleur acteur de ce film. C'est vraiment du coup Ted Raimi. Hein. Et du coup, la deuxième scène, c'est elle l'entrouvre parce qu'ils sont complètement cons. Il y a une porte qui mène à la cave qu'ils ont à peine fermée. Du coup, elle peut l'entrouvrir, mais elle l'entrouvre assez pour pouvoir sortir honnêtement. Hein. C'est juste que
mais du coup, elle reste dans l'embrasure et elle commence à chanter une comptine qu'elle chantait à sa fille. C'est horrible. À ce moment-là, d'ailleurs, il me semble que c'est pas le costume d'Henrietta, la zombie, mais Non, c'est c'est la vraie mère. l'actrice, Ouais, voilà, ouais. de la vraie mère qui essaye de piéger en fait Oui, mais les c'est comme quand personnages. en fait, à un moment, il y a la tête décapitée de la petite copine. Il la place dans un étau pour l'immobiliser. Et d'un coup, elle reprend son apparence d'avant et elle commence à l'implorer et tout ça. Donc, on sent qu'il y a un degré de manipulation de cet esprit. Et donc là, c'est la même chose avec Henrietta, quoi. Ouais, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit aussi dans tous les films Evil Dead, cette espèce de manipulation psychologique du démon. Fun fact, la tête a été laissée ensuite à la fin du tournage parce qu'elle pesait trop lourd et elle n'a jamais été retrouvée. Donc on ne sait pas qui c'est qui l'a prise. Oh. Je voulais aussi finir sur Evil Dead 2 en parlant des quelques répliques cultes, parce qu'il y en a. Et il y en a une à laquelle j'avais fait référence au tout début de ce podcast, c'est Groovy, qui est devenue la phrase emblématique du personnage de Ash, puisqu'il y a aussi une série Evil Dead. Et c'est vraiment devenu un truc de référence pour tous les fans d'Evil Dead. Donc là, c'est un montage assez badass où il est en train de se préparer à se fixer la tronçonneuse à la oui, place c'est du pas mal, moignon, ça. avec la musique, comme vous entendez, très victorieuse. Sam Raimi voulait vraiment que Ash, qui était un petit peu plus mince et qui était un peu la victime, la demoiselle en détresse, en fait, dans le premier volet, qui faisait que crier, etc., ce qui était assez révolutionnaire, il voulait que là, ce soit un peu plus le Rambo de l'horreur. Cette scène représente vraiment cet aspect-là du film tel que Sam Raimi le voulait. Il y a aussi la scène où Henrietta arrête pas de dire je vais avaler ton âme, je vais avaler ton âme, et il lui met le fusil dans la bouche et il lui dit avale ça. C'est une des scènes cultes, et d'ailleurs je vais avaler ton âme, c'est aussi un truc qu'on a dans les autres films Evil Dead. Et puis il y a la fin de Evil Dead 2. Donc il y a une espèce de vortex qui est créé autour de la maison, puisqu'ils doivent lire les pages manquantes du manuscrit, du livre des morts, pour essayer de résorber en fait tout ce qui s'est passé dans le film. Et ça crée une espèce de tourbillon qui aspire Ash. Et Ash se retrouve au Moyen-Âge. Ah putain, j'avais oublié. Oh là là. Ah oui, c'est absurde. Mais là, c'est juste que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, puisque le film n'a aucun rapport avec le Moyen-Âge, à part le fait que le livre des morts a été Oui, fait. c'est un truc de Templier, quoi. Enfin, c'est ça qu'on Voilà. est censé comprendre, je pense. Mais Et donc, c'est très, très drôle quand on arrive à ça à la fin, surtout que. À l'époque, personne n'imaginait qu'il y aurait un Evil Dead 3. Donc, l'Evil Dead 3 se passe au Moyen-Âge, d'accord. voilà. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, les gens ont juste vu cette fin du film et ils se sont dit « What the fuck ?» Enfin, en fait, on finit au Moyen-Âge, quoi. Et le mec est entouré de chevaliers. Et en plus, il a une tronçonneuse à la place du bras. Donc, on peut imaginer la réaction des messieurs qui l'accueillent, qui vont pas trop comprendre ce qui se passe. Et tout ça sera exploré ensuite dans le troisième film. Mais bon, du coup, ça t'a pas fait très forte impression, quand même. non, j'avais oublié. Mais c'est vrai que c'était marrant. Ouais. Et comme j'avais envie de te torturer un petit peu plus, je t'ai emmené voir Evil Dead Rise au cinéma, un jour férié. Je voulais te le montrer parce que dès que je suis allée le voir une première fois, j'étais très impressionnée par le niveau de gore du film, qui est très élevé. Et je pense que c'est un peu ce qui est ressorti de ce film-là, Evil Dead Rise, dans la critique. C'est que c'est de plus en plus rare, et c'est même juste très rare, de voir autant de litres de sang et de Vomi aussi. de vomi et de gore dans un film qui est quand même, pour le coup, un film plutôt... alors, pas grand public, puisqu'il est interdit aux moins de 16 ans, mais un film qui a reçu un certain budget, qui est backé par un studio. C'est quoi ton ressenti sur le gore, puisque c'est un peu la première expérience que tu as eue avec le gore à ce niveau-là, en tout cas. J'ai beaucoup aimé le film parce que c'était marrant de voir le film avec toi et tout ça. Et c'était une expérience physique assez intense. En fait, je pense que le gore, ça me dégoûte profondément. Je pense que c'est ça qu'on a trouvé pendant le film. C'est que vraiment, j'étais vraiment dégoûtée. Mais je pense que de toute façon, c'est le principe. Ça me traumatise pas. Et c'est un film que j'ai vite oublié, Ouais. mais que je me souviens avoir beaucoup aimé quand je l'ai vu parce que c'était une expérience assez marrante de voir ça au cinéma et tout. Mais c'est vrai que le gore, surtout les scènes de vomi ou des choses comme ça, moi, c'est pas mon truc, quoi. Donc, tu penses que le gore dans ce film-là n'a pas trop contribué au fun pour toi ? Si, ça a contribué ouais. au fun. Parce que c'était tellement exagéré et tellement surréaliste que ça participe totalement au fun. En plus, je trouve qu'il y a vraiment un humour noir dedans, autour de la maternité, par exemple, qui m'a beaucoup plu. Et donc, le gore marche très bien. De toute façon, ça fait partie de... Je pense que c'est 80% de l'horreur de ce film, c'est ça, quoi. Donc, ça a complètement participé au fun, mais en même temps, ça m'a vraiment dégoûtée. Mais c'est le principe, donc voilà.
Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'en fait, le gore, dans ce cas précis, suscite les réactions chimiques dont on avait parlé au début de cette saison d'Amis. Ça te place dans une espèce d'état de choc qui fait que, à mon avis, tu sécrètes sans doute plein d'hormones, y compris de l'endorphine, parce que tu es juste complètement hébété par le niveau de violence. Et ça crée effectivement une réaction physique. Je l'ai vu chez toi et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on aille le voir en salle, parce que là, pour le coup, tu es vraiment un peu pris au piège face au film. Et tu es dans le noir et c'est sur grand écran. Et il y a notamment une scène où il y a une meuf qui se fait râper la jambe. Oh non, c'était pas possible ça, Et en fait. tu t'es tournée, en fait. Enfin, t'as pas Ah regardé. non, j'ai pas vu la scène. Enfin, ouais. j'ai entendu le bruit, mais quand j'ai vu la râpe s'approcher de sa jambe, j'étais là, non. Ouais, c'est ça. Franchement, il y a des trucs aussi qui sont très inventifs et je pense que ça, c'est très apprécié chez les fans d'horreur parce qu'on consomme tellement de films d'horreur. Oui, que vous avez tout vu, quoi. Voilà, et on attend d'être surpris. Et là, par exemple, il y a un truc qui a déjà été fait ailleurs, mais là, j'avoue que la manière dont c'est fait fonctionne très bien. C'est aussi une ado qui mange un verre en verre. Ça aussi, c'était horrible. Oh mon Dieu, c'était horrible. Ça, je peux vraiment pas, en fait. Encore, les fluides corporels, ça me dégoûte, mais je suis plus habituée à ça. Mais vraiment, manger du verre ou se faire râper la jambe, c'est tellement un truc... c'est c'est tactile, épidermique, en fait. quoi. Ouais. Enfin, il y a un truc qui est insupportable. On en avait déjà parlé, je crois, mais ce qui est très intéressant avec ce qui fonctionne ou pas dans le gore, c'est quand on peut identifier ce que ça nous ferait Oui, ou pas. c'est ça. Et je pense que c'est ça qui marche très bien avec la râpe et le verre, c'est que manger un morceau de verre ou avaler un morceau de verre, c'est une peur qui personnellement occupe mes pensées quotidiennes. La râpe, ou quand on s'arrache un bout de peau, Oui, ça on m'est sait ce encore que ça arrivé fait. hier, on sait ce que ça fait et donc on ressent viscéralement la douleur. Oui, alors mais ça me donne des frissons, quoi. Alors que la violence qu'on voit dans Evil Dead 2 ou quand elle se fait décapiter d'un coup de pelle, c'est tellement déconnecté de la réalité que forcément ça crée un humour et un effet comique, mais ça crée pas du tout de frisson. Ce qui est intéressant avec Evil Dead Rise, c'est que, à part la scène d'ouverture qui se passe dans une cabane dans les bois, tout le reste est dans un cadre urbain et c'est une manière de subvertir tout ce qu'on a vu déjà dans la saga. Je sais pas ce que tu as pensé de l'ouverture en forêt. L'ouverture en forêt, je l'ai trouvé pas mal, mais pas. Enfin, il y a un scalp quand même à un moment, donc Ouais. ça, c'était assez. C'est assez génial. Ouais. Quand on arrive en ville, en fait, je m'attendais à ce qu'on reparte à la campagne. Je m'attendais à ce qu'elle parte en week-end ou un truc comme ça, parce qu'en Moi fait, aussi. c'est une mère avec ses 3 enfants. Il y a sa sœur qui vient lui rendre visite. Mais en fait, le film retourne ça et on se rend compte qu'ils sont pris au piège dans un immeuble, ce qui est assez fou en plus, parce que quand on est à la campagne, il y a quand même toujours cette anxiété d'être prise au piège au milieu de nulle part et de pas avoir d'aide à côté ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette anxiété en tant que grande citadine. Mais en ville, on a toujours l'impression que s'il arrive quelque chose dans son immeuble, normalement, tu as l'idée que tu peux fuir et tu peux aller te réfugier quelque part ou que des secours peuvent venir assez facilement ou des choses comme ça. Et en fait, là, tout l'immeuble est possédé et se retourne contre cette famille. Et surtout, il faut dire qu'il triche un petit peu parce que l'immeuble est désaffecté et sur le point d'être évacué, Oui. donc il y a très peu d'habitants. Donc il y a effectivement 2-3 autres personnes qui vont intervenir à un moment, mais il y a quasiment plus personne dans l'immeuble. Du coup, on retrouve cet isolement qu'il y a dans l'autre film où on a l'impression que ils sont seuls au monde et que personne peut venir les aider, mais dans un cadre totalement différent. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a plein de manières assez marrantes de moderniser la saga originale. Déjà, le fait qu'ils écoutent le livre des morts sur une platine. Oui. C'est très marrant, avec le gamin qui va être DJ. Oui. Et le livre des morts a été updaté aussi d'une manière assez intéressante. Et il y a aussi à un moment les escaliers. Parce qu'en fait, dans le premier film, dans Evil Dead 2, il y a un pont qui a pété. D'ailleurs, ça, j'étais là. Enfin, j'ai pas compris. Oui, là aussi, ça se passe déjà dans le premier et c'est encore plus marrant dans le deuxième puisque ça se passe 3 minutes après le début du film et que le pont est juste tordu. Oui, c'est ça. Et on comprend pas pourquoi. C'est ça. Mais c'est pour dire, il n'y a pas d'issue, quoi. Oui, voilà. Et là, ils le refont de manière très marrante aussi dans le... Avec les escaliers, en fait. Les escaliers, du coup, sont inempruntables et l'ascenseur aussi. Donc, il y a vraiment pas de moyen de s'enfuir. Puisqu'il y a eu un tremblement de terre au début du film qui les isole encore plus, il y a aussi une manière très maligne de reprendre le truc des branches. Sauf que là, c'est les câbles de l'ascenseur qui s'en prennent à la mer. Ce qui est intéressant aussi dans Evil Dead Rise, c'est qu'on voit un truc qu'il n'y avait pas forcément dans les films précédents de la saga. Il y a un discours autour de la maternité qui est assez subversif, surtout au début, puisque donc la mère qui s'occupe très bien de ses enfants, c'est encore une mère célibataire. Donc Elle vient de se séparer, donc elle a n'a plus de papa. Voilà, j'ai tout de suite pensé à toi et ce que tu avais dit sur Carrie quand j'ai vu le film au début. Mais ce qui est très marrant, c'est que dès qu'elle est possédée, déjà elle revient dans la cuisine et elle essaye de faire une omelette avec ses mains qui du coup maintenant sont des mains un peu de zombies et elle casse les œufs
œufs directement dans la poêle avec les coquilles. Donc il y a un côté dégueulasse qui est très subversif puisqu'on sent que c'est un personnage qui, une fois qu'elle est possédée, veut s'en prendre à ses enfants. Et comme la comptine d'Henrietta, reprend des trucs maternels, mais cette fois-ci de manière horrifique. Et il y a un moment aussi où elle dit « Maintenant, je suis débarrassée de vous, vous qui me sucez vous êtes des parasites qui me sucez les nénés ou je sais pas quoi. » Je trouve que le film est assez subversif sur ça et même sur le fait qu'il y a des enfants qui meurent en fait dedans, enfin des adolescents. Je m'y attendais pas forcément parce que je me disais que les voisins, par exemple, allaient être un peu les fusibles qui allaient partir, mais que la famille, le noyau familial allait être protégé. Mais là, on voit vraiment des enfants qui sont attaqués par, puis possédés eux-mêmes, mais c'est leur mère qui leur fout la misère, quoi. Et elle est vraiment... Mais, et ils sont tués de manière horrible. Et donc, il y a vraiment un truc où c'est assez subversif et c'est très marrant à voir parce que, justement, la mère, quand elle revient possédée, moi, ça me fait toujours énormément rire. Après, je trouve que c'est intéressant. Il y a vraiment une fixation sur la maternité dans les films d'horreur, j'ai l'impression, en tout cas dans ceux que tu m'as montrés, très clairement. Et sur les mères célibataires où il n'y a pas de père, quoi. Même l'exorciste, il n'y avait pas de père dans le tableau. Ouais. Et du coup, il y a tout un discours autour de ça. Mais là, je trouve que le fait qu'elle soit plus du tout maternelle et qu'au contraire, elle soit dans un humour noir et une violence par rapport à sa progéniture, il y a un côté assez marrant et libérateur. Ce que je trouve dommage, c'est que ce discours-là est un petit peu freiné par le personnage de la sœur qui apprend au début du film qu'elle est enceinte et se pose un petit peu la question de si elle veut le garder ou pas, puisqu'on comprend qu'elle n'a pas forcément un mode de vie très stable. Alors, le film utilise le mot groupie comme si c'était une insulte. Oui, apparemment, elle suit des groupes sur la route et du coup... Voilà, enfin, elle travaille en fait sur des tournées, donc elle a un vrai boulot, mais visiblement, c'est une honte atroce. Et puis c'est l'insulte ultime, quoi. Enfin, Voilà. Sa sœur qui est tatoueuse lui dit t'es une groupie. C'est très drôle, quoi, parce que c'est censé être le métier hyper honteux. Et qui est un peu le truc, l'adversité face à laquelle elle va enfin se rebeller à la fin du film. Et il y a un moment où sa nièce, la plus jeune, lui dit est-ce que tu vas être maman ? Et elle la regarde droit dans les yeux, elle lui dit oui. Et donc on comprend que toute l'ambivalence qu'elle ressentait au début du film a fini par disparaître avec le traumatisme de toute la violence qu'elle a subie. Il y a eu certains commentaires, notamment aux États-Unis, sur le fait que ça pouvait être perçu comme un message un petit peu anti-avortement. Je veux pas politiser le propos du film nécessairement à ce sujet. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça aurait été tellement plus drôle. Je pense qu'ils ont voulu mettre un enjeu émotionnel à la fin, mais ça aurait été tellement plus drôle si elle avait dit tu plaisantes ou quoi. Enfin, être mère après ce que je viens de vivre, mais jamais je ramène un enfant dans ce monde-là, quoi. Après, moi, je pense que si je veux accorder un peu de bonne foi au film, on peut dire que ce qui se joue à ce moment-là, c'est qu'elle sait qu'elle va être la mère de sa nièce. Oui. Et qu'elle va prendre soin d'elle et que donc elle va s'occuper d'un enfant dans tous les cas, ce qu'elle se sentait pas prête à faire au début. Le problème, c'est que ça arrive après des décennies et des décennies de pop culture américaine où un personnage qui ne se sent pas du tout prêt à avoir un enfant décide finalement de manière un peu miraculeuse de l'avoir parce que la maternité, c'est magnifique. Et donc là, avec ce contexte-là, voir cette scène-là m'a vraiment fait lever les yeux au ciel. Et je trouve que c'est dommage parce que tout le reste du film a une réflexion intéressante sur la maternité ou en tout cas un propos qui est subversif et qui est marrant. Mais tous ces films-là, on en a parlé aussi dans d'autres épisodes, sont faits par des hommes, ils sont écrits par des hommes. Et il y a une grosse partie du cinéma d'horreur où la maternité est monstrueuse, où les règles sont monstrueuses, où l'adolescence féminine est monstrueuse, etc., qui ont été faits par des hommes. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir te montrer un ou deux films faits par des femmes à la fin de cette saison pour voir si ça change quelque chose pour toi. Parce que là, je trouve que ça se ressent vraiment. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que devant les deux films, parce que tu me parlais un petit peu aussi devant Evil Dead Rise, t'as dit un truc que je me dis devant tous les films d'horreur et qui explique aussi pourquoi j'aime tant les films d'horreur. Juste abandonné. Bah oui. Enfin, je comprends pas. Enfin, moi, mon instinct de survie, il est pas aussi développé que ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste, je pense, s'il y a une apocalypse zombie demain, je dis bye bye, quoi. Je me Mangez-moi. défenestre. Non, j'essaie de faire un truc qui est plus soudain, où je vais pas être consciente de ma mort ou un truc comme ça. Mais il y a zéro moyen pour que je persiste. C'est comme dans The Last of Us. Pourquoi tu veux continuer ? Ça va pas ou quoi ? Et c'est ce que t'as dit devant Evil Dead Rise où tu t'es tourné vers moi un moment et t'as dit là, moi, je me tue. Et en fait, c'est vraiment un truc que je dis souvent devant les films d'horreur. Et je pense qu'on en a peut-être déjà parlé, mais c'est ça qui crée une catharsis très profonde chez moi, c'est de voir ces personnages qui devraient complètement abandonner
abandonner et mourir, mais qui continuent en fait, qui continuent à se battre, qui vont attraper n'importe quel truc qu'ils ont sous la main pour continuer à essayer de se défendre. Ils viennent de voir toute leur famille, tous leurs proches se faire trucider. Ils ont quasiment aucune chance de s'en sortir et ils continuent quand même. Et en fait, je pense que, moi, qui suis très anxieuse, ça me fait vraiment du bien de voir des personnages qui abandonnent jamais. Alors que moi, je sais que Moi, ça me fatigue. Oui, moi aussi, mais en même temps, je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine beauté là-dedans et un côté très rassurant. Et quand je me sens un petit peu défaitiste ou justement, moi, j'ai envie d'abandonner, alors pas forcément de manière aussi radicale, mais je me dis, vraiment, il n'y a rien qui va, j'ai envie de rien faire. Vraiment, je me sens un petit peu abattue. Voir un film d'horreur me fait du bien parce que je me dis, si elle, il y a sa sœur qui vient de buter sa nièce devant elle, qui est possédée, elle est dans un immeuble dont elle ne peut pas sortir, etc. Et elle trouve quand même de la ressource. Moi, c'est bon, c'est pas parce que j'ai passé une mauvaise journée ou une mauvaise semaine que je vais me plaindre, quoi. Donc j'aime bien ça dans les films d'horreur. Je voulais aussi finir par une petite recommandation. Si t'as aimé ces films-là, et si vous aimez ce genre de films qui ont un petit côté humoristique et grandiloquent, je vous recommande, si vous ne les avez pas vus, Cabin in the Woods, La cabane dans les bois, qui a été écrit par Joss Whedon, qui est pour le coup vraiment une parodie ou en tout cas un film qui fait référence à tous les clichés de ce genre-là et notamment La cabane dans les bois, qui est très intelligent. C'est un film de Drew Goddard et moi qui m'avait vraiment beaucoup plu la première fois que je l'ai vu. Et il y a aussi Drag Me to Hell ou Jusqu'en enfer en VF, qui est un film récent de Sam Raimi et qui reprend exactement les mêmes mécanismes, sauf que là il y a du budget et puis c'est un film des années 2010, donc ça fait beaucoup moins cheap, mais c'est très très drôle. Et en fait on crie à la fois de peur et de joie dans les mêmes scènes. Et niveau catharsis, on est très très bien. Donc si jamais ce truc-là te plaît, je te recommande Jusqu'en enfer. Je pense que les deux peuvent vraiment beaucoup te plaire. Il faut préciser que c'est pas Sam Raimi qui a fait Evil Dead Rise, c'est pas non plus lui qui a fait le Evil Dead de Fede Alvarez en 2013, qui était aussi très très gore. Donc j'hésitais à te montrer celui-là, mais je me suis dit qu'en voir un en salle, ce serait mieux. Mais par contre, Sam Raimi et Bruce Campbell restent producteurs sur ces films-là, puisque c'est vraiment leur franchise à eux, quoi. Le flipomètre. Oh non. Non. Attends, sur Evil Dead Rise, on est à 4. Ouais. Sur Evil Dead 2, 0. Ça fait vraiment pas peur. Et le rigolomètre. Sur Evil Dead 2, on est à 5. Ah ouais, c'est que ça. Bah ouais. Je sais pas, par rapport aux autres films que tu m'as Tu es montrés. dur en affaires. Non, je sais pas, par rapport à rien. C'est un maître qu'on a inventé il y a 5 minutes. Oui, donc... voilà, si je le fais par rapport aux choses qui me font rire en général, ça m'a fait rire, mais ça va pas rester dans mes annales de rigolade. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir la trilogie originale Evil Dead, les 3 films, il me semble, sont disponibles sur MyCanal. Le film de Fede Alvarez, sorti en 2013, vaut le coup d'œil. Si vous voulez le voir, il est disponible en location VOD. Et le petit dernier est encore en salle. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Marie va me faire découvrir Emma. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et on adore ça. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, évidemment, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures groovy. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou.